Salut Matt, alors tu possèdes la chaîne YouTube Mathagel l'autodidacte qui comptabilise plus de 27 000 abonnés maintenant. Alors peux-tu s'il te plaît nous dire ce que tu proposes sur cette chaîne? Alors en réalité, ma chaîne c'est Mathagel l'autodidacte. C'était pas la première à te tromper et à inverser certaines lettres. Pour faire simple, de toute façon, si vous souhaitez me retrouver, vous tapez tout simplement l'autodidacte dans la barre de recherche et vous allez tomber sur ma chaîne assez facilement. Sur cette chaîne, moi je partage les échantillons de mon quotidien mécanique. On peut y trouver des vidéos vraiment très générales pour aider, aiguiller, comprendre et apprendre à réaliser des opérations vraiment super basiques ou des vidéos plus techniques. Je poste également des vlogs de suivi de mes différents chantiers. Combien de voitures as-tu? Alors attends, je compte 1, 2, 3. Non, en ce moment j'arrive à 15. Donc toutes ne sont pas en état concours, bien entendu. Il y en a quelques-unes qui attendent sagement de passer entre mes mains pour être restaurées. Et il y en a certaines qui sont vraiment de vraies épaves. Et où est-ce que tu les achètes? Alors, lorsque je suis en mode recherche active, je passe surtout via le net. Petites annonces, les onglets de vente des forums spécialisés aussi dans le modèle. Le Bon Coin, c'est incontournable, mais il faut vraiment connaître et avoir l'expérience pour dénicher la bonne affaire et écarter les pièges. Comme je connais aussi pas mal de monde du milieu et que j'ai aussi ma petite notoriété, on me propose quasiment toutes les semaines des véhicules ou des voitures directement avant qu'elles soient mises en vente. Souvent des connaissances que j'ai aidées aussi de façon altruiste qui pensent à moi lorsque le moment de la revente arrive. Et comme je ne peux pas acquérir vraiment toutes les occasions, je relaye à d'autres connaissances et je joue un peu le rôle d'entremetteur. Tu t'adresses à des bricoleurs passionnés comme toi sur ta chaîne? Alors mes vidéos sont à la portée de tous. Je suis suivi par environ 40% de novices et débutants et puis 60 autres pourcents qui sont vraiment plutôt calés. Il y en a même certains qui sont vraiment très très compétents également et qui savent vraiment reconstruire des voitures totalement comme moi je le fais de mon côté. Depuis le début, moi j'essaye de créer un contenu qui est le plus qualitatif possible. C'est-à-dire que ce que je cherche à avoir, c'est qu'un novice par exemple qui puisse comprendre après une vidéo basique de 2 minutes comment reproduire des gestes simples pour accomplir une tâche. Ensuite, comme la mécanique n'est pas toujours une chose aisée, je partage également des exemples de vidéos sur par exemple comment mesurer un jeu latéral de vilebrequin ou mesurer un dépassement de piston. Il est certain que tout le monde ne peut pas se lancer dans ce genre d'aventure à déposer, mettre en pièces totalement un moteur, mais j'ai eu des retours de débutants qui se sont lancés dans ce genre d'opération avec l'aide de mes vidéos et ils ont réussi à réparer des bases pour s'entraîner. Et donc, même si c'est pas parfait, en réalité, on s'en fiche. Il faut penser que la prochaine fois, ce sera mieux. Et ce qui compte réellement, c'est la progression, l'ajout de compétences, l'augmentation de la confiance en soi. Pour moi, c'est une philosophie de vie, car moi, je pense que la connaissance et la compétence personnelle, ça mène vers la liberté et la sérénité d'esprit face aux complications, et pas seulement en mécanique. Donc au passage, moi, vraiment, je tiens aussi à remercier l'audience, parce qu'il y en a certains qui me suivent vraiment depuis très très longtemps. Je lis les commentaires, je réponds autant que possible et je ressens toujours de la bienveillance, du respect et une similitude de fonctionnement avec de la passion. J'ai toujours un retour qui, dans tous les cas, est très positif. Comment t'es-tu formé à la mécanique? Bon c'est simple, je suis autodidacte complet, de toute façon il n'y a qu'à voir le titre de ma chaîne. Mon expérience personnelle au quotidien, c'est vraiment ma source principale de connaissances. Parce que j'ai jamais suivi de formation dans le domaine. Et on va dire que mon parcours jusqu'ici, c'est vraiment une sorte de prolongement des combats de mon père et puis de ma famille par extension. Parce que j'ai passé une grande partie de mon enfance à aider dans des travaux divers d'amélioration de notre vie quotidienne, dont la mécanique. Donc on avait commencé avec on va dire des opérations de maintenance courante, comme des vidanges, des changements de frein, amortisseurs, embrayage, c'est vraiment la base. Et quand on est petit, on observe, on tient la lampe et puis après quand je suis arrivé vers 11 ans, je m'en souviens très bien, j'ai commencé vraiment à toucher concrètement les voitures. J'étais aidé par mon père derrière qui vérifiait évidemment. Mais comme je suis très solitaire de mentalité, j'ai surtout, on va dire, enchaîné seul pour les années suivantes et très rapidement. Et j'ai commencé on commence avec des tondeuses, des tracteurs, et puis je suis passé directement, même sur les voitures directement, parce que j'ai pas eu ma période mobilette scooter, ce qui m'a permis,
de rester plus ou moins en un seul morceau, parce que bon, c'est un peu la raison pour laquelle par exemple je me paye pas de moto ou tout ça, parce que comme j'ai deux de QI, et puis que si je me retrouve avec ce genre de truc entre les mains, je vais pas pouvoir m'empêcher de l'exploiter complètement, quoi. Donc je vais me tuer. Donc voilà, vraiment cette période-là, mobilette scooter, j'ai zappé. Et c'est aussi pour ça, parce que à cette période, c'est mon père qui avait acheté vraiment son premier gros chantier de restauration. C'était une DS21M de 73, donc une DS Super 5, qui était rénovée totalement. Donc voilà, pour ce chantier, moi je l'avais accompagné d'ailleurs chez tous les revendeurs de pièces, les clubs, les annonceurs, les spécialistes du milieu, les carrossiers, tout ça, quoi. Et j'ai eu accès vraiment à tout ce panel de personnes, et puis le monde complet de la voiture ancienne en un laps de temps qui était vraiment très court. Et donc j'ai suivi la renaissance de cette voiture pas à pas, et bon, vraiment pas grand monde n'en aurait voulu lors de son état initial, quoi. Donc ça a été une révélation, pour moi, et très enrichissant. Après, sont venus d'autres projets avec des autres bases. On a eu de la Matra aussi, de la Fiat, du Land Rover, Peugeot. J'en ai encore eu d'autres. J'oublie un petit peu parce que des voitures, on en a quand même flingué pas mal. Et moi, de parallèle, à côté de mes études, qui sont complètement dans un autre domaine, moi j'ai toujours employé mon temps à apprendre en lisant et en travaillant de mes mains. Donc littéralement, j'ai lu vraiment des milliers d'articles de revues auto, de magazines, des revues techniques aussi, des fiches techniques, manuels d'atelier, des cahiers techniques pro, tout ça. Ça, je l'ai récupéré souvent avant la mise à la benne, quand il y avait des débarras de garage, ce genre de choses. Et puis après, il y a eu la période vraiment quand le net a émergé avec les forums. Aussi j'ai eu ma petite période avec les émissions de télé. J'ai vraiment connu les toutes premières émissions de télé. Alors même si je suis pas extrêmement vieux, j'ai 35 ans actuellement, mais j'ai connu vraiment ces premières émissions de télé où on avait des programmes à suivre qui permettaient de suivre la renaissance de véhicules en un format qui était de 45 minutes, 1 heure. Et après c'est devenu par la suite un spectacle de divertissement. Donc je revois quelquefois, je les croise quand je sors sur YouTube, des replays de ces émissions qui ont lieu qui passent sur la télé. Moi je regarde plus la télé, ça fait bien longtemps que j'ai zappé tout ça. Mais bon, je les vois passer et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet d'amener ce monde au quotidien, de montrer que ça pèse, et puis ça participe à l'engouement général pour les voitures anciennes. On a une meilleure approche, je crois, avec les années qui viennent de toutes ces connaissances, et puis du patrimoine du moins industriel et du patrimoine automobile disponible sur notre continent, quoi. Après, j'ai également beaucoup pratiqué et fait d'erreurs, donc on appelle ça expérience, quoi. Et concrètement, ça s'est passé que j'ai investi ma première paye dans un 4x4 avec moteur cassé, donc un Range Rover V8 évidemment. Et donc j'ai eu une négociation vraiment super tendue. Pourtant le prix n'était pas du tout élevé, mais franchement moi j'étais limite au niveau finance, quoi. C'était vraiment des tout petits moyens. Et même après la négociation, il me manquait encore 50 euros pour dire de payer la bagnole, quoi. Et donc j'ai dû les emprunter, quoi. Et le but, ça a été de le réparer, de revendre, remettre un moteur. Après, quand je regarde objectivement tout ça, les restaurations que je mène aujourd'hui, je réalise que j'ai énormément progressé, quoi, et que désormais je reconstruis vraiment depuis des châssis nus. Et avec l'expérience, je suis beaucoup plus serein avant de me lancer dans les chantiers conséquents. J'ai également clairement beaucoup plus de moyens niveau matos et niveau finance, quoi. Mais ça, c'est le résultat de 15 ans d'acharnement pour en arriver là, quoi. Après, je vois que quand je partage justement les chantiers sur les forums, j'ai constaté qu'on me suivait beaucoup et que je m'en sortais bien, que ça contribuait aussi à un enthousiasme. Et j'ai profité justement de la plateforme YouTube qui proposait d'héberger les vidéos pour dire de poster justement les vidéos de mon quotidien, et puis proposer justement à une audience ce que moi j'aurais aimé trouver si ça avait existé lors de mon adolescence ou lors de mes débuts, quoi. Moi je trouve que de nos jours, de toute façon, l'information elle est disponible, elle est facilement accessible si on se donne la peine de chercher correctement et qu'on se coupe de la toxicité ambiante, quoi.
Donc vraiment pour ça la période, après ça dépend, voilà, tous les moyens sont mis à disposition, ça dépend vraiment de l'usage que vous faites de votre temps, quoi. Quelle est ta voiture de prédilection? Oh bah ça c'est simple, hein. Directement je choisis le Range Rover classique en V8. Bon, pourtant je suis assez éclectique au niveau des goûts, mais bon, j'aime de plus en plus avec le temps bosser sans prise de tête, et pour ça les Land Rover anciens, enfin ancienne génération, ça c'est le vrai tracteur de type Lego, et voilà, au niveau travail, les connaissant par cœur, je trouve que c'est assez facile de travailler là-dessus. Après, niveau style, solution technique, je suis vraiment fan de la Citroën DS. Donc c'est pour ça aussi que j'en restaure une actuellement, et j'ai vraiment appris beaucoup sur cette voiture. Par contre, heureusement que je m'y mets avec l'expérience voilà, de voitures plus simples avant, parce que partir directement sur ce véhicule, ça peut être un petit peu risqué pour un novice, hein, surtout si on est sur des versions injection, boîte hydro, ce genre de choses. Après, bah, j'aime aussi tout ce qui sort vraiment de l'ordinaire. Les sleepers, ça c'est le genre de truc que j'affectionne particulièrement, hein. Donc vraiment des voitures qui payent pas de mine, mais qui en ont sous le capot, qui ont été modifiées, tout ça. Même si voilà, en France c'est un petit peu compliqué par rapport à la législation. Muscle cars évidemment. Kit Cars, c'est pas mal aussi, j'aime beaucoup. Les Hot Rod également. J'ai un petit faible pour les Mercedes ancienne génération, hein, tout ce qui va être 126, 124, les 201. Ouais, j'aime pas mal. Et puis bon, évidemment, il y a celles que un jour j'aimerais bien éventuellement posséder, hein. Bon, là, on est un peu dans le fantasme commun à tout amateur de voitures, où par exemple la Dodge Challenger, ça branche pas mal. Voilà, C63 AMG, pareil. Après, je sais pas si vraiment à l'usage, finalement, je serais pleinement satisfait, quoi. Quelquefois, finalement, même avec des voitures, quelquefois même bon marché ou modifier tout ça, bah, on peut prendre beaucoup plus de plaisir, et puis ouais, c'est quelquefois beaucoup plus fun. Par exemple, une AC Cobra ou tout ça, bon, j'aime beaucoup au niveau esthétique, mais finalement, même une réplique, ça serait assez fun finalement, assez à construire. C'est ce côté-là qui m'intéresse davantage que d'en posséder une authentique, quoi. Après, au niveau des Land anciens, ouais, enfin depuis tout jeune, un Land 109, ça me plairait bien aussi, quoi. Un truc avec une certaine patine au niveau de la carrosserie. Ça me plairait bien. Il faudrait qu'il soit en deux portes, avec un toit tropical, et puis qu'il soit bleu. Voilà, dans l'idéal, ça serait ça. Voilà, mais bon, je pense que bon, j'en trouverai encore au fur et à mesure des années. Il y a certainement d'autres modèles qui m'intéresseraient, mais pour faire le tour assez vite, ça c'est vraiment les principales, quoi. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de travailler sur une ancienne? Oh bah c'est simple, je suis à 100% autonome. Ça tient surtout aussi à mon côté solitaire, encore une fois, hein. J'aime pas dépendre de quelqu'un pour quoi que ce soit, donc certainement pas pour réparer ma caisse. En plus, dans les anciennes, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a une âme, un style, un caractère, des odeurs, des défauts aussi. Et bon, elles peuvent se réparer et sont d'excellentes bases pour quelqu'un qui souhaite travailler de ses mains. Parce que quand je roule, franchement, l'état du parc automobile français, moi, ça me dégoûte, quoi, complètement, parce que tout se ressemble, c'est aseptisé complètement. Et moi, j'aime assez créer, on va dire, ce sentiment d'anachronisme quand je roule, parce que si je restaure, de toute façon, c'est pour pouvoir ensuite rouler au quotidien. Je cherche pas forcément à me faire remarquer. Quelles sont les différences entre une voiture de collection et une Youngtimer? Bah pour simplifier, une Youngtimer, c'est une voiture de collection en devenir, hein. C'est surtout une terminologie de génération, on va dire, entre les collectionneurs qui sont de type, on va dire, baby boomers des années 60, et des générations plus jeunes qui veulent, par exemple, retrouver des voitures de leur jeunesse. Pour simplifier la chose, une voiture classique, comme tout autre bien, de toute façon, ou produit de consommation, ça suit un cycle de vie. Donc c'est neuf 2 ou 3 ans, c'est d'occasion jusqu'à 15, c'est vendu, bradé, usé au maximum, et voire détruite jusqu'à 25-30, dans le meilleur des cas.
Après, avec la raréfaction et puis l'esprit nostalgique, on voit de nouveau sa cote augmenter. Et puis pour certains modèles qui sont rares, spécifiques, cultes ou très désirables dès la sortie, la cote, elle, ne chute pas. Elle fait même qu'augmenter par rapport même à un tarif neuf. Alors après, une différence notable sera qu'une Youngtimer sera par exemple plus facilement utilisable tous les jours qu'une ancienne. Parce qu'elle va avoir des performances, des qualités routières, de confort et d'agrément de conduite qui sont quasi équivalentes à une voiture neuve, voire même parfois plus, quoi. Et ça permet aussi de rouler classe ou différent pour un budget qui est réduit en comparaison du prix d'une voiture neuve, quoi. On entend de plus en plus parler du bon plan d'acheter une Youngtimer aujourd'hui, qui prendra de la valeur dans plusieurs années. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien là, on rejoint totalement mon explication précédente concernant le cycle de vie et puis la raréfaction avec les années, quoi. Ouais, c'est une démarche qui est cohérente si on sait acheter correctement le bon modèle, avec la bonne motorisation, le bon équipement, tout ça, quoi. Moi, c'est une démarche perso que j'ai faite, mais bon. Après, il faut garder aussi à l'esprit qu'un véhicule qui n'est pas utilisé va s'abîmer et que obligatoirement, il y aura des frais à prendre en compte lors de sa négociation de revente en l'état ou pour sa remise en route éventuelle, quoi. Après, ici, il faut garder à l'esprit que le bon plan, ça peut vite tourner au drame aussi en cas de revirement soudain des facteurs dont dépend l'activité. Voilà, je vais m'expliquer, je vais dire par exemple la crise au niveau de l'énergie, par exemple le coût de carburant ou une fiscalité dissuasive. Il suffit de nous claquer demain une taxe scélérate tombée de nulle part, et puis le bon plan, ça en devient un très mauvais, quoi. Donc des interdictions, des législations en tout genre, ça peut venir, on va dire, obscurcir l'avenir quand même, quoi. Dans quel Youngtimer serait-il bon d'investir selon toi? Eh bien, dans une optique d'achat-revente, il faut avant tout être bien clair dans sa démarche au moment de l'achat, quoi, et être certain de bien vouloir revendre à terme, parce que le piège, c'est vraiment de ne pas accepter de se séparer de sa voiture quand le moment est venu, quoi. Ensuite, si c'est dans une démarche qui est plus passionnelle et personnelle, il faut simplement choisir le modèle qu'on aime, quoi. Soyez juste certain de savoir l'entretenir, le réparer, et puis si vous ne savez pas le faire, vous formez, vous apprenez, quoi. L'idée, c'est simple, de toute façon, c'est de passer en revue les modèles qui ont entre 20 et 30 ans, voire 35 ans, sélectionner ceux qui étaient le plus désirables déjà à l'époque, quoi, ceux qui ont marqué vraiment leur époque ou qui étaient un minimum dignes d'intérêt, et puis voilà, quoi. Moi perso, j'ai opté pour deux Mercedes 300 CE24, donc les coupés les coupés C124 avec la plus grosse motorisation possible en 90 jusqu'à 91, parce qu'après ils sont passés à la 320 CE, mais qui avait des problèmes au niveau des faisceaux moteurs, tout ça. J'avais regardé aussi pour la 500 et 560 sec, les coupés 126. Ils sont pas mal aussi, mais il était déjà un peu tard pour ça. Et puis après, j'ai comparé, et puis techniquement, j'ai trouvé qu'il y avait pas lieu de choisir la 126. J'ai vraiment préféré choisir la 124 pour pas mal de choix techniques, et puis être vraiment un peu plus tranquille, notamment tout ce qui est corrosion, tout ça. Mais bon, sinon à la louche, ouais, je dirais par exemple un coupé ou cabriolet M3 46. Bon, il est peut-être déjà un peu tard aussi pour ça. Sinon, Subaru Impreza WRX, la Saab 900 Turbo, l'Alpine GTA, une XMV6, l'Alfa Romeo GTV, le Defender. Alors là, le Defender, ouais, mais bon, il est déjà un peu tard aussi. Mais bon, il y en a encore plein d'autres, mais ceux-là, ça me paraît par exemple des choix assez cohérents. Que recommanderais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans la restauration d'une ancienne? Est-ce que financièrement, c'est intéressant d'en acheter pour les revendre après réparation? Ouais, bien là, tout est affaire de moyens, de compétences et surtout de bon achat au départ. Moi, perso, je planifie toujours presque tout à l'achat. Donc il faut vraiment bien mesurer l'ampleur réelle des travaux, et il vaut mieux passer son chemin si on se sent incapable de les mener ou de les faire sous-traiter. Après, si vous partez sur un petit budget, les risques sont de toute façon limités et vous ne risquez pas de perdre beaucoup d'argent. Donc voilà, le meilleur conseil, ça serait d'abord de vous entraîner, on va dire, sur des bases simples, et puis de progresser par la suite vers des modèles plus complexes. Où achètes-tu les pièces? Car j'imagine que plus la voiture est ancienne, moins c'est facile de trouver des pièces.
Alors, je fonctionne différemment suivant la nationalité de la voiture. En gros, il faut distinguer le fonctionnement français et par extension, on va dire l'Europe occidentale du reste du monde, on va dire anglo-saxon ou les Américains. J'ai beaucoup plus de difficultés pour me fournir, par exemple, en pièces françaises des années 80 qu'en anglaises des années 60. Euh, les Américains et les Anglais, eux, ils ont plus, on va dire, une culture du do-it-yourself, du custom, du patrimoine automobile, de l'histoire et de l'héritage. Enfin, tout du moins sur le plan industriel, j'ai envie de dire. Après, bon, je dirais que les Français y viennent depuis plus ou moins 10 ans en moyenne, hein, mais tout ça, ça se met encore un petit peu en place pour le moment. Il y a encore un manque, hein, mais c'est vraiment en nette progression et je pense que notamment, on va dire, tout ce qui va être émission et même chaîne YouTube et tout ça, ça y contribue également pas mal. Et donc, pour m'approvisionner au niveau de pièces françaises, moi, je privilégie toujours les pièces neuves d'époque auprès des revendeurs particuliers ou des professionnels, hein, quand j'arrive à en trouver. Sinon, je scrute vraiment les petites annonces, je bouge, et parfois j'achète même des lots complets, hein. C'est le meilleur moyen d'être certain d'obtenir la qualité et puis de remonter la qualité d'origine. C'est notamment vrai, on va dire, avec les pièces de tôlerie, par exemple. Après, pour les anglaises, c'est plus simple niveau consommable et pièces d'entretien courant, car presque tout est fourni facilement à un tarif accessible, même excellent tarif, j'ai envie de dire. Après, pour les allemandes, bon, on a un bon suivi, mais bon, le tarif ça pique un petit peu. Les japonaises, j'en ai pas eu beaucoup, j'ai dû en avoir une ou deux. Donc bon, je peux pas en parler plus que ça. Mais de toute façon, après, la solution que de toute façon j'applique à chaque fois, c'est de stocker minimum 2 à 3 véhicules identiques pour la pièce. Et puis de me débrouiller au mieux pour réduire les frais, hein. Mais je me débrouille relativement, vraiment très très bien. J'ai jamais perdu d'argent, jamais avec une voiture. Et pour la sellerie, comment tu fais? Alors, pour la sellerie, là, je préfère, on va dire, dans la mesure du possible, acheter des intérieurs complets en très bon état directement d'origine, pour bénéficier d'une belle patine pour les cuirs. Parce qu'un cuir neuf, il n'est jamais aussi beau qu'un cuir ancien avec une patine. Et puis les grains modernes, en réalité, sont très grossiers, moi je trouve, sauf si on tape vraiment dans des peaux qui sont d'extrême qualité, mais qui sont hors de prix, quoi. Euh, Après, bon, pour les tissus, j'arrive à trouver pas mal de choses en cherchant beaucoup. Et de toute façon, quand je cherche quelque chose, je téléphone un petit peu tout partout jusqu'à trouver une piste valable. J'envisage même parfois de faire relancer des productions minimales chez des fabricants ou s'il me faut un modèle précis, quoi. Et il ne faut pas se mettre de limite si on a un problème parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont. Dans ce cas, vous débrouillez, vous groupez, vous partagez les frais, quoi. Quels sont tes projets d'évolution pour la chaîne? Ouais, bien fondamentalement, on reste vraiment sur la même ligne, hein. Moi, je vais continuer de partager mon quotidien. Je souhaite pas monétiser les vidéos car moi perso j'ai arrêté de regarder la télé à cause de cette agression permanente qu'on subissait. Je voulais vraiment pouvoir choisir mon contenu et donc j'ai pas envie d'aller reproduire sur YouTube ce que j'ai quitté. Après au niveau chantier, une fois que j'aurai terminé la DS, moi j'aimerais passer sur un chantier qui soit moins minutieux, qui soit plus défoulant et délirant. Euh, voilà, sans pour autant bâcler un éventuel chantier, mais aller beaucoup plus vite à l'essentiel et puis avoir quelque chose qui soit utilisable assez rapidement. Par exemple, j'ai toutes les pièces nécessaires pour me construire un 4x4 qui sera assemblé dans le but de pratiquer uniquement le franchissement, par exemple. On aurait de la boue partout, de l'eau jusqu'au toit, je claquerai un V8 évidemment dedans. Ça, c'est une idée qui me branche pas mal. Après, j'ai le V8 de 83 hein, qui est en attente de restauration totale et j'ai mon V8 aussi de tous les jours, le range classique que j'aimerais bien mettre en chantier pour 2020. Bon là on va rester sur quelque chose de sobre, hein, on va restaurer dans l'état, voilà, sans faire les furieux. En comparaison d'un véhicule de franchissement où là vraiment on peut se lâcher, ça serait vraiment dédié qu'à ça et ça craint rien, c'est fait pour. Après, j'aimerais aussi vraiment partager des découvertes de modèles intéressants de propriétaires que je connais afin de diversifier le panel des voitures qui sont abordées sur la chaîne.
Donc j'ai déjà quelques tournages qui sont prévus avec des voitures sympas, mais après ça pose plus de problèmes au niveau moyens techniques, mise en œuvre, tournage, donc c'est pour ça c'est un petit peu plus compliqué. Éventuellement, ouais, s'il y a des abonnés qui sont dans la région, on va dire, nord de France, qui possèdent un véhicule digne d'intérêt, un Youngtimer, un truc atypique, une ancienne, ou même des voitures modernes vraiment dignes d'intérêt, qui seraient susceptibles de plaire au niveau de l'audience de la chaîne, ça serait, ouais, ça pourrait être sympa de présenter. Vous m'envoyez un mail et puis on regarde pour se caler un truc et puis on s'organise quoi. L'appel est lancé, hein, pourquoi pas. Après moi, en parallèle de la chaîne et puis des chantiers que j'ai de mon boulot, parce que j'ai un travail aussi à côté et je développe aussi en plus une activité en tant qu'entrepreneur depuis plusieurs mois. Donc ça c'est un gros projet qui avance bien et dont je ferai part sur la chaîne au moment voulu parce que ça concerne le milieu de l'auto, hein. Alors après je vous rassure, hein, je ne vais pas vous vendre une formation ou vous sortir des PDF ou je sais pas quoi, même si je suis compétent pour en produire avec une vraie valeur. Ça pourrait même paraître cohérent d'en proposer parce qu'on me demande même régulièrement comment procéder pour telle ou telle opération. Mais non, voilà, c'est pas, j'ai pas envie de faire ça. À la limite, moi, si je souhaite partager une partie de mon quotidien avec l'audience, c'est surtout dans le but de montrer ce que je réalise dans le domaine, on va dire, entreprendre et business. C'est parce que c'est un peu la même façon de fonctionner que quand j'assemble un blotter. C'est clairement la même démarche. Et c'est cette approche qui me paraît intéressante de partager et je pense que ça peut intéresser pas mal aussi au niveau de l'audience parce que quand on a affaire à des personnes au niveau de l'audience, des followers qui sont axés sur les façons de se débrouiller, intervenir soi-même sur des véhicules, ça montre une certaine volonté d'indépendance et je pense que voilà, tout ce qui va être domaine de l'entrepreneuriat et tout ça, ça peut être mis en corrélation. Donc ça peut éventuellement aussi intéresser l'audience. Mais bon, de toute façon, voilà, le but principal des vidéos, ça reste de partager les tutos, suivre les différents chantiers que je peux avoir. Ça, ça reste la motivation première de la chaîne. Donc il n'y aura pas de virement complet au niveau du contenu qui est proposé. Et comment vois-tu l'avenir de l'automobile ? C'est simple, ça m'intéresse pas particulièrement. Après, bon voilà, au niveau des modèles modernes, bon, quelquefois c'est vrai, hein, il y en a certains qui peuvent retenir mon intérêt, mais c'est jamais au point de plus endormir et de revendre les voitures actuelles que j'apprécie pour me payer une bagnole moderne. J'envisage pas ça. De toute façon, bon, quand je roule et que je constate moi l'état du parc automobile actuel, on constate tout simplement qu'on glisse vers de plus en plus au niveau de l'uniformisation, on est sur un lissage des particularités. Après les constructeurs ils se regroupent, ils sous-traitent aux mêmes équipementiers, ils collaborent. Après je vais pas nier qu'il y a eu beaucoup d'améliorations techniques, de sécurité, ce genre de choses, hein, ça c'est indéniable. Même certaines qualités de tenue de route, de freinage, ce genre de choses. Et on peut comprendre parce que les constructeurs, de toute façon, eux, ne font que répondre aux besoins de la population qui n'a pas forcément la passion automobile, la culture automobile, et pour qui la voiture est un bien de consommation comme un autre et qui doit remplir un cahier des charges précis. Et donc dans cette optique-là, il faut bien différencier, on va dire, les véhicules qui sont 100% passion et puis les véhicules qui sont des biens à utiliser. On les utilise pour ce que c'est. Après, on a des attentes modernes qui sont complètement différentes de celles qu'on avait avant, hein. Aujourd'hui, on est en hyper-connexion perpétuelle. On a des normes restrictives complètes et puis vanter dans ces cas-là les performances du dernier V8 suralimenté, c'est un peu malvenu dans un pays où on limite nos routes à 80 quoi. Après les constructeurs ils doivent aussi tenir des objectifs financiers et c'est lutter ou disparaître quoi. Après la passion là-dedans, est-ce que c'est franchement encore un élément qui compte? Et même s'ils ont la volonté de vouloir bien faire, ou admettons demain on a un bureau d'études qui va développer une voiture passion,
il faut encore pouvoir vraiment au niveau du marché trouver pour la vendre. C'est extrêmement complexe tout ça. Il y a ce qu'on souhaite faire et puis ce qui est possible de faire. Moi personnellement, je le ressens comme ça. Pour moi qui suis même en train d'entreprendre actuellement, je vous assure que c'est pas évident. Et puis quelquefois vous pouvez avoir des bonnes idées ou une certaine vision, tout ça, et puis techniquement ça peut poser des problèmes. Ou alors vous avez un modèle économique ça vient un petit peu contrer la façon dont vous devez procéder. Et puis quelquefois, même si vous poursuivez un but final qui est situé à un endroit, vous êtes obligé de prendre des moyens détournés pour y parvenir. Donc il faut vraiment avoir une vision à long terme. Bon, voilà, donc je digresse un peu, mais pour revenir à ce futur automobile, non, franchement, c'est pas un monde qui m'attire. C'est un peu dommage parce que franchement, je suis conscient qu'on a des capacités techniques aujourd'hui qui sont vraiment très avancées. Mais pour moi, j'ai un trop fort ressenti finalement de bridage et de politiquement correct. Euh, voilà, bon, je suis en attente. Peut-être si on regarde du côté des Américains, c'est pour ça tout à l'heure je parlais de la Dodge Challenger. Voilà, le constructeur, au bout d'un moment, ils sont quand même ressortis en disant bon voilà, les muscle cars des années 60-70, c'était top. Euh, on va en refaire. Et puis ça a rencontré son audience de l'autre côté. Je pense que au niveau européen, on en est assez loin. Les Allemands, sont les seuls, on va dire, à proposer. Ils règnent quasiment en maître au niveau du continent, à proposer des véhicules où, on a la puissance, la fiabilité. Et encore, bon, tout ça est relatif. Mais voilà où on en est, quoi, actuellement, quoi. La réglementation est de plus en plus stricte avec les contrôles techniques et les conditions de circulation durant les pics de chaleur. Est-ce que toi, tu as eu des soucis ? Alors pour les contrôles techniques, j'ai pas vraiment de problème parce que mes véhicules sont en bon état et puis s'il y a besoin de travaux, je fais ce qu'il faut de toute façon. Donc les contraintes de délai et de récurrence par contre sont assez contraignantes quand on a une vie bien remplie et puis des tonnes de projets à côté. Les conditions de circulation, de restriction, moi ça je m'en occupe pas. De toute façon, on peut contourner facilement selon les modèles, avec tous les effets pervers que ça va entraîner de toute façon. Quand on voit très bien que quand il y a des lois qui arrivent, de toute façon, ça ne fait qu'entraîner des nouveaux détours, nouvelles façons de contourner tout ça. De toute façon, j'écoute pas la radio ni la télé, donc je suis au courant de presque rien. Et puis après, mon véhicule de tous les jours fonctionne au gaz naturel depuis le temps que j'ai le permis, quoi. Donc je me sens pas vraiment concerné et puis ça va comme ça, quoi. As-tu un contrôle technique particulier pour une voiture ancienne ? Non, pas de contrôle technique particulier pour les véhicules de collection. Le contrôleur, à partir du moment où on lui amène un véhicule, il va appliquer la législation en vigueur en fonction de l'année de construction de la voiture. Donc effectivement, pour des véhicules avant années 60, normalement les points de contrôle sont un peu plus souples, il y a moins de choses que pour un véhicule moderne, ce qui est normal parce qu'on ne peut pas attendre les mêmes caractéristiques niveau freinage, sécurité, pollution et tout ça que pour un véhicule moderne. Donc c'est là où il faut vraiment bien faire la distinction. Et puis voilà. Après, il faut plutôt distinguer, on va dire, carte grise de type collection de carte grise dite classique. Vous pouvez très bien avoir un véhicule ancien avec une carte grise dite classique. Moi, c'est le cas pour la 404. Je la passe au contrôle tous les 2 ans et puis c'est considéré comme un véhicule d'usage courant, même si elle a bientôt 60 ans. Après, la possibilité de la carte grise de type collection, c'est vrai que c'est plus avantageux qu'avant parce que il y a certaines garanties, ça peut rencontrer une certaine cohérence par rapport à des attentes de certaines personnes. Mais il faut savoir que la voiture, dans ce cas-là, ça devient plutôt un objet de patrimoine personnel et ça rentre dans une autre catégorie. Donc là, c'est vraiment un choix à faire, plus en fonction des besoins et stratégies de chacun.
Également à savoir que normalement quand on a ce titre de carte grise dite de collection, normalement on ne peut pas tirer de bénéfice d'une location événementielle de la voiture. Donc il faut, ouais, à la limite, renseignez-vous vraiment bien par rapport à ce que vous souhaitez faire par rapport à voilà, l'utilisation de la voiture, son usage, et puis voilà ce que vous souhaitez en faire pour les années qui viennent. Renseignez-vous aussi par rapport à aussi le contrat avec l'assureur surtout. Pas découvrir à son insu quand il y a un problème que finalement dans le cadre voilà, de tel incident ou sinistre et tout ça, c'est pas couvert. Donc là, il faut bien se renseigner avant. Bon, tout est dispo, hein, il suffit de chercher un petit peu sur le net, vous allez trouver les infos assez facilement. Voilà, donc je pense que ça permet de clarifier un petit peu les choses, mais après, bon, le contrôle technique, de toute façon, au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on est obligé aussi pour garantir une certaine sécurité et tout ça, de devoir stopper certaines personnes parce qu'il y en a certains, si on les arrête pas, ils vont se balader littéralement avec des EHPAD, donc ils vont se mettre en danger, puis ils vont mettre les autres aussi en danger. Et puis il suffit qu'il y ait un problème, voilà, les journalistes vont débarquer, on va balancer, on va faire un reportage qui va tourner tout ça au drame, et puis finalement ça va desservir les personnes qui sont dans leur bon droit et qui ont des véhicules en bon état. Donc il faut, au bout d'un moment, malheureusement, on est obligé d'établir des règles. Donc voilà, faites ce qu'il faut pour conserver des véhicules en bon état, et puis trouver un contrôleur avec qui ça se passe bien. Voilà, et puis bon, lui c'est pareil, hein, de son côté, de toute façon, c'est le problème aujourd'hui où finalement tout le monde est obligé de garantir et de se sécuriser au niveau de son exercice dans tous les sens, quoi. Lui il a besoin de garantir par rapport à son numéro d'agrément, ce genre de choses. Donc il faut essayer de trouver un compromis où vos intérêts arrivent à rentrer dans le cadre de l'exercice aussi du contrôleur, quoi. Dans quelle voiture roules-tu au quotidien ? Au quotidien, c'est mon Range classique V8, hein. Je l'ai depuis l'obtention de mon permis, et son kilométrage est inavouable. Selon moi, c'est le véhicule le plus polyvalent que je vais avoir. Il est modifié vraiment maison, il est parfaitement adapté à mon style de vie, ma taille, mes besoins de travail. Le son du V8, ça surprend beaucoup de monde, vraiment une très très belle sonorité. Le modèle en plus, de toute façon, est devenu légendaire, hein, maintenant. Je suis à l'aise vraiment partout avec, que ce soit en ville, en campagne, pour les voyages. On a des grosses roues qui craignent pas les nids de poules ou les bas-côtés. La mécanique, je la connais par cœur. Pour moi, c'est réparable à l'infini. Il y a zéro électronique. Le châssis, c'est hyper costaud. On a des ponts rigides. Franchement, ouais, si, c'est hyper fiable. Et seulement la caisse, on va dire, est problématique, hein. La coque en elle-même, qui vient se fixer sur le châssis et qui tient la carrosserie. Parce que bon, si elle est corrodée, là c'est quand même assez lourd à faire, parce qu'il faut tout démonter, tout découper, tout ressouder. Mais bon, de toute façon, on trouve toutes les pièces de tôlerie en neuf, et puis même les fabriquer, on va dire que c'est pas infaisable. Bon, il est mal isolé, hein, d'origine. Mais bon, comme je vous dis, de toute façon, je pense le restaurer vraiment très prochainement. Sinon, j'utilise aussi la 404, hein, quand la météo est bonne, la 404 de 61. Et puis, j'ai hâte aussi, c'est que la DS elle vienne s'ajouter, parce que je crois que je vais rouler pas mal avec. Après, bon, j'ai eu la période avec le coupé Mercedes, la 300 CE24, là, c'était hyper plaisant, hein. C'était classe. Mais c'était brûle permis aussi, quoi. Et au final, c'était pas super polyvalent et même très capricieux, quoi. Moi, je croyais être tranquille finalement en inaugurant avec de l'allemand, mais j'ai eu beaucoup moins d'ennuis avec mon Range classique réputé peu fiable. Merci Matt de t'être prêté au jeu. Je te remercie, hein, exercice vraiment intéressant. C'est la première fois que je m'y colle. Mais c'est enrichissant, et puis je pense que ça permettra également à l'audience de découvrir un petit peu, de cerner un petit peu plus ma personnalité, au-delà de ce que je peux partager au quotidien dans les vidéos un peu plus techniques.